On dit que la civilisation commence là où l'homme a apprivoisé le poulet. Mais si vous vous étiez retrouvé dans Leningrad assiégé au cours de l'hiver 1942, vous auriez vu que la civilisation a survécu non pas grâce aux usines, mais grâce aux poulaillers. De petits abris derrière les maisons où les femmes gardaient les derniers restes de chaleur. Quelques poules pondant un œuf tous les 2 jours. Ces œufs ont sauvé des enfants. À l'époque, la chaleur d'une poule était plus précieuse que le pain. Quand la ligne de front traversait les villages d'Ukraine et de Biélorussie, les hommes partaient, et les femmes, les personnes âgées et les oiseaux restaient dans les cours. Un poulet n'avait pas besoin de tracteur, n'avait pas besoin de carburant, juste d'un peu de grain et de soin. Il a survécu à tout, l'occupation, la sécheresse, même la collectivisation. C'était la première et la dernière ligne de défense alimentaire. Aujourd'hui, 80 ans plus tard, on nous entraîne à nouveau sur ce même chemin, mais plus doucement. Les magasins regorgent de plastique et de brillants. Mais essayez de trouver un œuf avec un vrai jaune. Orange, épais, sentant l'herbe. C'est impossible. Tout est standardisé, stérile, breveté. Nous avons loué nos cours à l'industrie et maintenant nous rachetons ce qui naissait autrefois sous nos fenêtres. Pourquoi? Parce que la nature ne peut pas être brevetée. On ne peut pas vendre le soleil, l'air, la pluie si les gens savent comment les utiliser. C'est pourquoi les anciennes races, les Orlov, les Blanches de Russie, les chanteurs de Yurlov, ont disparu des publicités, mais pas de la mémoire. Autrefois, dans chaque cour de la région de Moscou et de Sibérie, les gens savaient « si tu ne veux pas dépendre du kolkhoze, prends une douzaine de Yurlov ». Leur viande sentait le bouillon de l'enfance et leur chant réveillait le village à la place de la radio. Ces races vivaient des décennies et nourrissèrent de la famille sans nécessité d'aliments commerciaux. Dans les années 1960, des stations d'élevage fonctionnaient dans tout le pays, où les poules étaient sélectionnées non pas pour leur vitesse de croissance, mais pour leur résistance au gel et aux maladies. Au Kazakhstan et en Asie centrale, on gardait des leghorns, pas celles d'usine, mais celles des steppes, capables de pondre à 45 degrés Celsius. Et dans les marais biélorusses, on élevait des zozulkas et des pestrouchkas qui se nourrissaient de vers et de grenouilles. Toutes ces poules faisaient partie de la biosphère, et non d'un produit marketing. Leur corps fonctionnait comme une bio-usine parfaite, convertissant herbes, insectes et grains en protéines de haute qualité. Un seul œuf d'une poule élevée à la maison contient jusqu'à 7 grammes de protéines complètes, toute la gamme des acides aminés essentiels et jusqu'à 600 microgrammes de caroténoïdes si l'oiseau parcourt la cour. C'est 4 fois plus que la volaille industrielle, car la lumière du soleil active la synthèse de la vitamine D3. Et l'herbe fraîche fournit de la lutéine, un pigment qui protège la vision. Même les coquilles de ces œufs sont plus épaisses parce que les poules picorent du sable et du gravier, obtenant ainsi du calcium naturel. Tout ce que l'industrie tente de remplacer par des additifs, la nature le crée gratuitement. Mais le commerce ne peut tolérer la gratuité. Depuis le début des années 1990, les corporations ont remodelé l'aviculture. Au lieu des races locales, il y a des hybrides F1, dépendant de lignées brevetées. Ils pondent 350 œufs par an, mais seulement dans des conditions idéales, avec des aliments coûteux et des antibiotiques constants. Ils ne peuvent pas être reproduits de manière indépendante. La progéniture dégénère. C'est un piège biologique, un hameçon économique. Les fermiers sont devenus des clients pour toujours. Ainsi, l'idée d'autosuffisance a été tuée. Mais nous avons encore le savoir. À la périphérie de la Russie, dans les vieux villages de la région de Briansk et de l'Altaï, on peut encore trouver des gens pour qui le poulailler est comme un héritage familial. Ils ne comptent pas les œufs, ils comptent les générations. Là, vous pouvez voir comment les koukouchkas et les tchernouchkas survivent sans électricité, réchauffant les poussins sous une vieille boîte avec une lampe à pétrole.
C'est une véritable résistance. Après tout, l'indépendance agricole ne commence pas par un tracteur, mais par un poussin. La vérité scientifique est simple. Plus une poule bouge, plus ses fibres musculaires sont denses, et plus la teneur en créatine et en vitamine B est élevée. Quand un oiseau erre librement, son métabolisme de la méthionine, un acide aminé responsable de la détoxification du foie et de la régénération des tissus, est activé. Cela signifie qu'un œuf d'une poule en liberté guérit, littéralement. C'est pourquoi nos grands-mères n'avaient pas le mot « super aliment ». Elles avaient le bouillon. Conseil pratique. Si vous voulez commencer le chemin vers la liberté alimentaire, commencez avec 3 poules. Donnez-leur un perchoir, un peu de cendre pour se baigner et un seau d'eau. Même sans aliments commerciaux, elles trouveront leur propre nourriture. Restes de bouillie, fans de légumes, insectes. En un mois seulement, vous réaliserez qu'aucune inflation n'est effrayante quand le petit déjeuner pousse dans votre cour. Nous avons l'habitude de penser qu'une crise est une menace extérieure, mais la vraie crise est le savoir oublier. Tant que nous nous en souvenons, nous avons une chance. Le savoir ne survit que si nous le transmettons. Quand les gens disent que le village est arriéré, je souris, car c'est le village qui a survécu à tous les effondrements d'empires, de monnaie et d'idéologie. La vitrine de la ville change, mais dans l'arrière-pays, tout fonctionne selon l'ancienne loi de la survie. Ce que vous plantez est ce que vous mangez. Ce que vous élevez est ce que vous avez sauvé. Et s'il existe de réelles instructions pour l'indépendance alimentaire conservées quelque part dans des archives, ce ne sont pas des documents avec des tampons, mais de vieux carnets, avec des recettes de grand-mère, où à côté des notes sur la confiture se trouvent des remarques comme « Le Yourlov chante plus fort »,« Le gel arrive » ou « Si la coquille est épaisse, il y a assez d'ortie dans la nourriture ». Ces marginalia sont le code de la souveraineté alimentaire. Rappelez-vous comment, au début des années 1990, quand les étagères se sont vidées, les villages sont redevenus des bouées de sauvetage. Au Kazakhstan et dans le Kouban, dans la région de Pskov et dans les Carpates, ce sont les cours privés qui ont permis au pays de s'en sortir. Là où il y avait un poulailler, il n'y avait pas de faim. La volaille domestique transformait les déchets en vie. Les poules mangeaient des épluchures de pommes de terre, du grain renversé, des sauterelles, de l'herbe, et donnaient en retour des œufs, des plumes, du fumier, tout un microsystème de survie. C'était une économie sans banque, sans prêt, mais avec une logique qu'aucune crise ne peut détruire. Aujourd'hui, on nous dit que tout ce qui est naturel est cher. Mais calculons. Une poule moyenne mange environ 120 grammes de nourriture par jour. Si vous la nourrissez de restes et d'herbes, pour au moins la moitié de cela, l'économie sera de 40%. En retour, vous obtenez environ 20 œufs par mois. Le coût d'un œuf élevé à la maison avec une organisation adéquate est de 2 à 3 roubles. Un œuf acheté en magasin en coûte 10 à 15, et à l'intérieur, ce n'est pas des protéines, mais un tableau périodique. Résidus d'antibiotiques, stimulants de croissance, pigments artificiels. Pourquoi? Parce que dans les conditions d'usine, les oiseaux sont gardés sous les lumières 16 heures par jour. Pas de sommeil, pas de soleil, pas de terre sous leurs pattes. Leurs foies n'ont pas le temps de se détoxifier, et toutes les toxines s'installent dans le jaune. Imaginez maintenant, vous donnez cela à votre famille quotidiennement, pensant leur offrir un petit déjeuner sain. L'industrie ne veut pas que vous sachiez cela. Depuis les années 2000, les entreprises brevettent non seulement les hybrides de poulet, mais aussi les compositions d'aliments, les gammes de vitamines et même les algorithmes de comportement des oiseaux. Leur objectif est la dépendance. Chaque nouvelle génération de poulets d'usine est stérile, infertile. Un fermier ne peut pas simplement laisser des œufs pour l'éclosion, il doit racheter de jeunes sujets.
Ce n'est pas de l'aviculture, c'est louer la vie. Contrairement aux anciennes races qui se transmettaient comme un héritage, dans la région de Belgorod, par exemple, des lignées de Pestrouchka des steppes élevées avant la Révolution survivent encore. Elles pondent moins d'œufs, mais elles le font de manière constante et sans additifs. La biologie de ces oiseaux est une leçon d'économie en soi. Regardez le métabolisme d'une poule domestique. Une température corporelle d'environ 41 degrés Celsius. Un pouls de 250 battements par minute. Cela signifie que son métabolisme est 7 fois plus actif que celui d'un humain. Chaque grain qu'elle picore se transforme en énergie avec presque aucun déchet. Les poules en liberté mangent jusqu'à 60 types de plantes, de graines et d'insectes, ce qui signifie que leur régime alimentaire est naturellement équilibré. Méthionine pour la pousse des plumes, lysine pour la masse de l'œuf, cystine pour l'immunité. Ajoutez un peu de cendre et de calcium provenant des coquilles, et vous avez une formule complète pour la vie. Ce que les corporations appellent aliments commerciaux est créé par la nature elle-même si vous laissez simplement une poule être une poule. Et c'est là que la révélation commence. À l'époque soviétique, chaque district avait une station zootechnique où des recommandations sur l'élevage de la volaille étaient émises. Ils savaient la force principale de la poule est sa capacité d'autorégulation. Si la température descend en dessous de zéro, l'oiseau ralentit son métabolisme et bourriffe ses plumes pour rester au chaud. S'il fait chaud, il déploie ses ailes, évaporant l'humidité par sa crête. Dans ce mécanisme simple réside le génie de l'évolution. Aucune ferme intelligente ne peut rivaliser avec des millions d'années de sélection. Mais le commerce moderne essaie de remplacer cela par des microcontrôleurs, des systèmes climatiques et des mangeoires intelligentes. Et que se passe-t-il? Le courant se coupe et tout meurt. Au village, c'est le contraire. Plus c'est simple, plus c'est fiable. Les vieilles ménagères le savaient. Pour que les poules pondent, elles ont besoin de soleil et de calme. Pas de lampes et d'hormones, mais la certitude que demain, il y aura du grain et de l'eau. Étonnamment, le stress réduit la production d'œufs de 30 à 40%. Par conséquent, les oiseaux domestiques, qui ne sont pas effrayés par le bruit ou forcés de vivre dans des conditions exiguës, donnent plus d'œufs que ceux d'usine si l'on compte par année de vie. Oui, un poulet industriel donne un record de 350 œufs en un an, puis il est jeté. Un poulet domestique, s'il n'est pas torturé, vit 5 à 7 ans et apporte ces mêmes 1000 à 1200 œufs au cours de sa vie, mais sans déchets ni morts sur un tapis roulant. Et une autre vérité cachée, le goût réel d'un œuf dépend de la biodisponibilité des caroténoïdes et des acides oméga 3. Quand un poulet marche sur l'herbe et mange de la verdure, les niveaux d'oméga 3 peuvent atteindre 350 mg pour 100 g de jaune. Pour ceux d'usine, c'est 5 fois moins. Par conséquent, un œuf maison n'est pas seulement plus nutritif. Il équilibre le métabolisme lipidique humain et réduit le risque de maladies cardiaques. Il n'est pas étonnant que nos ancêtres aient donné aux enfants des œufs crus lorsqu'ils étaient enrhumés. C'était leur immunomodulateur, pas pire que ce qu'on trouve en pharmacie. Conseil pratique pour ceux qui veulent reprendre le contrôle de leur assiette. Commencez par une micro-ferme. Vous n'avez pas besoin d'un hectare. 3 mètres carrés et l'envie suffisent. Construisez un poulailler avec de vieilles planches. Isolez-le avec de la paille. La cendre au lieu du shampoing pour les poules aide contre les parasites et reconstitue les minéraux. Ajoutez des orties hachées, des carottes séchées et des coquilles concassées à la nourriture. Une fois par semaine, un peu de vinaigre de cidre de pomme dans l'eau. C'est un antiseptique, une source de potassium et de fer. Vous serez surpris de la rapidité avec laquelle les oiseaux s'adaptent. En Asie centrale, par exemple, on pratique encore les bains de sable. Les poules se baignent dans un mélange de sable et de cendre pour se débarrasser des parasites. Dans les montagnes du Caucase,
On ajoute de l'ail et de l'origan, des antibiotiques naturels, à la nourriture. Et en Sibérie, en hiver, on leur donne des pommes de terre bouillies et des restes d'avoine, bon marché et nutritifs. Toutes ces méthodes sont prouvées depuis des siècles et ne nécessitent pas un gramme de chimie. Le paradoxe économique est que cette simplicité même vous rend invisible au système. Tant que vous achetez des aliments et des poussins, vous êtes un client. Quand vous les élevez vous-même, vous êtes indépendant. Et l'indépendance au XXIe siècle est le mot le plus dangereux pour les corporations. C'est pourquoi la télévision ne vous montrera pas un fermier de Vitebsk qui a 20 poules et zéro dette. Parce que ce n'est pas une histoire de business, c'est une histoire de liberté. Rappelez-vous comment nos arrière-grands-pères disaient « Une poule n'est pas un oiseau, le village n'est pas l'étranger ». Aujourd'hui, cela ressemble à une blague, mais la sagesse est cachée dans ces mots. Une poule ne s'envole vraiment pas. Elle reste proche quand tout le reste s'effondre. Elle n'a pas besoin d'essence, ne connaît pas le dollar et ne regarde pas les informations. Elle se fiche de savoir qui est au pouvoir tant qu'il y a de la terre sous ses pattes. Et c'est peut-être là que réside sa force. Elle ne connaît pas de crise. On peut discuter de politique, mais une chose est sûre, quand les vrais ennuis arrivent, ce n'est pas la bourse qui vous sauve, mais un œuf de poule pondu dans le nid le matin. C'est un miracle simple qui se répète chaque jour, et il est plus fort que n'importe quelle inflation. En y revenant, nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Il existe une vieille photographie prise en 1947 dans un village près de Smolensk. Une femme en veste ouatée tient une poule dans ses bras, et derrière elle se trouve une foule d'enfants avec des seaux. Ce cliché est entré dans les archives agricoles, comme la restauration du bétail après la guerre. Mais si vous regardez de plus près, ce n'est pas seulement un oiseau qu'on voit, c'est un symbole de la renaissance du pays. En ces années-là, l'État était détruit, mais la vie revenait, avec le son du chant du coq. Dans chaque cour se dressaient des abris où la chaleur s'agitait à nouveau. Des poussins pépiaient dans des boîtes en carton près du poêle, et les ménagères savaient, s'il y a une poule dans la maison, il n'y aura pas de faim. Ainsi, une économie tranquille est née sans ordre d'en haut. C'était une économie d'instinct, de confiance, de mémoire. Aujourd'hui, alors que nous sommes effrayés par les graphiques d'inflation et les risques alimentaires mondiaux, il vaut la peine de s'en souvenir. Une crise n'est pas une nouvelle. Une crise est un examen sur la capacité à vivre humainement. Et la poule, aussi drôle que cela puisse paraître, était et reste le principal professeur de ce cours. Alors que l'industrie nous nourrit de l'illusion de contrôle, fermes automatisées, plateformes numériques, abreuvoirs intelligents, la nature reste un laboratoire gratuit. En elle, tout est réglé au moindre détail. Prenez par exemple la thermorégulation d'une poule. Son corps est capable de maintenir une température corporelle constante même lors de fortes fluctuations externes. Au Kazakhstan et dans l'Altaï, où l'hiver atteint 40 degrés C, les poules domestiques survivent grâce à la thermogénèse naturelle, un métabolisme spécial dans lequel le tissu adipeux se transforme en énergie plus rapidement que chez n'importe quel mammifère. C'est pourquoi les oiseaux des régions glaciales ne gèlent pas. Ils se blottissent simplement les uns contre les autres pour échanger de la chaleur. Des scientifiques de Novosibirsk l'ont mesuré un jour. La température à l'intérieur d'un tel regroupement est supérieure de 9 degrés Celsius à celle de l'extérieur. C'est une batterie vivante, créée par l'évolution, ne nécessitant aucune électricité. Ou prenez la nutrition. Une poule naturelle est un recycleur universel. Elle est capable de digérer jusqu'à 70% des fibres végétales grâce à l'enzyme cellulase, qui a presque disparu dans les lignées d'usines à cause des aliments artificiels. Ce que l'industrie résout avec des additifs et des biostimulants, un oiseau de basse-cour le fait par lui-même. Les poules de village ont un tractus gastro-intestinal solide. Dans le jabot, la nourriture ramollit,
puis passe dans l'estomac musculaire, où elle est broyée par de petites pierres. C'est pourquoi elles ont besoin de gravier ou de sable. Sans cela, l'oiseau n'absorbe pas les vitamines A et E. Ainsi, lorsque vous donnez à une poule l'accès au sol, vous ne la laissez pas seulement se promener. Vous activez son laboratoire naturel. Parlons maintenant des vitamines. Un œuf est un concentré de vie, et sa composition dépend directement de la façon dont l'oiseau vit. Avec un accès en plein air, un jaune contient jusqu'à un demi-milligramme de caroténoïdes par œuf, d'où la couleur et l'arôme riche. Il contient des vitamines B, B2, B6, B12, de la niacine, de l'acide folique, de la biotine et de la choline. Cette dernière est particulièrement importante. Elle prévient la stéatose hépatique chez l'homme et améliore la mémoire. Le blanc d'œuf est riche en lysine et en tryptophane, des acides aminés à partir desquels le corps synthétise la sérotonine, l'hormone du bonheur. Ce n'est pas une métaphore. Un œuf d'une poule de basse-cour vous rend littéralement plus heureux. Pourquoi n'est-ce pas au supermarché? Parce que là, un œuf est un produit d'un tapis roulant, pas un processus vivant. Quand un oiseau est gardé en cage, son régime alimentaire est monotone, son métabolisme est ralenti et la teneur en protéines et phospholipides dans l'œuf diminue. De plus, les œufs d'usine sont souvent stérilisés aux ultraviolets, tuant les micronutriments et modifiant la structure des protéines. Mais ils brillent magnifiquement sur l'étagère. La beauté en échange du bénéfice, c'est la formule de l'industrie. Mais il existe un autre niveau de tromperie, économique. Quand les corporations ont imposé les hybrides et les brevets, elles ont effectivement mis fin à l'élevage familial. Pas plus tard que dans les années 1970, dans les régions de Koursk et de Minsk, il existait des programmes d'élevage populaire. L'État fournissait à la population des coqs de race pure pour améliorer le cheptel. Aujourd'hui, c'est impossible. Les hybrides ne produisent pas de progéniture stable. Cela signifie que le paysan ne peut plus être le maître de son patrimoine génétique. Pourtant, auparavant, même un enfant savait « Garde 3 poussins de la meilleure pondeuse, et l'année prochaine tu auras ta propre lignée. » Ici réside le principal danger. Nous perdons non seulement un oiseau, nous perdons le savoir de comment être libre. Après tout, un poulailler est un petit modèle de l'économie. Si vous pouvez vous nourrir sans magasin, vous êtes déjà autonome. Si vous pouvez partager les surplus avec les voisins, vous créez déjà un réseau d'entraide. Et quand il y a des centaines de tels cours, la peur d'une crise d'approvisionnement disparaît. C'est exactement pourquoi les grandes chaînes ont si peur du propriétaire privé. Elles appellent cela une faible efficacité, mais en réalité, il s'agit d'une perte de contrôle. Le côté pratique est simple. Si vous voulez commencer, n'achetez pas d'hybride à la mode. Trouvez une grand-mère qui a encore ses tchernouchkas ou koukouchkas. Les anciennes races vivent plus longtemps et sont plus rustiques. Par exemple, la blanche de Russie peut supporter des températures allant jusqu'à 20 degrés sans chauffage, et le chanteur de Yourlov peut pondre des œufs pesant jusqu'à 90 grammes, presque comme des œufs de Cannes. Ces œufs sont plus riches en micronutriments. Ils contiennent plus de zinc, de manganèse et de fer. Les Orlov tachetés sont calmes, résistantes aux maladies et parfaites pour les régions du Nord. Et si vous vivez plus au sud, essayez les Pestrouchkas ouzbeks ou tadjikais. Elles supportent parfaitement la chaleur et mangent surtout des légumes verts et des restes. Ne courez pas après la productivité. 200 à 250 œufs par an d'un oiseau sain et à longue vie valent mieux que 350 d'un oiseau malade et épuisé. De plus, une bonne poule régule son propre cycle. Elle se repose en hiver et recommence à pondre au printemps. C'est un rythme naturel, et si vous le respectez, l'oiseau répondra par la longévité. Un point important est l'instinct de couvaison. Les lignées d'usine l'ont presque perdu, mais chez les poules de village, il est très prononcé. Quand une pondeuse couve ses œufs,
Elle crée un microclimat avec une température de 37,5 et une humidité d'environ 60%. Aucun incubateur ne peut reproduire précisément ces fluctuations. C'est pourquoi les poussins éclos sous une poule sont plus vigoureux et plus sociables. Ils entendent sa voix, même à l'intérieur de la coquille. Les scientifiques appellent cela l'imprégnation maternelle. Et les grands-mères disaient simplement « La poule éduque les petits ». Maintenant, un peu de science. La volaille domestique possède un microbiome intestinal unique. Plus de 800 espèces de bactéries assurent la digestion, l'immunité et la synthèse des vitamines. Quand les poules sont maintenues sous antibiotiques, ces bactéries meurent. Ensuite, l'usine est obligée d'ajouter des vitamines artificiellement. En conséquence, l'œuf est un produit mort rempli de chimie. Avec une poule de basse-cour, c'est le contraire. Sol vivant, nourriture vivante, microflore vivante, c'est pourquoi l'œuf est vivant. Et maintenant, la philosophie qu'on ne peut mesurer en grammes. Quand vous sortez dans la cour le matin et que les poules courent vers vous, ce ne sont pas seulement des oiseaux, c'est le signal que vous êtes reconnecté au cycle de la vie. Vous les entendez roucouler, gratter la terre, et vous réalisez que chaque parcelle de leur travail se transforme en petit déjeuner de demain. À ce moment-là, le sentiment d'impuissance disparaît. Le monde peut s'effondrer, le taux de change peut chuter, mais dans votre cour, la production continue, naturelle, indépendante, éternelle. C'est peut-être pour cela que les autorités ont toujours détesté l'élevage familial, parce qu'une personne libre n'a pas besoin de tutelle. Elle a ses propres sources de lumière, de chaleur et de nourriture. Et là où il y a de la nourriture, il y a de la volonté. Notre poulailler n'est donc pas seulement un abri en bois, c'est une forteresse. C'est une banque qui ne connaît pas de défaut de paiement. C'est une archive de la mémoire où sont conservées les recettes de survie. Nous n'inventons rien de nouveau, nous récupérons simplement ce qui a été perdu. Et dans cette récupération réside la force. Si vous écoutez le matin au village, il y a toujours une chose, le rythme. Le chant d'un coq n'est pas seulement un son, c'est le métronome de la vie, l'horloge biologique qui relie l'homme et la nature. Et voici ce qui est étonnant. Ce rythme, qui pendant des millénaires a réglé le mouvement du village, redevient aujourd'hui une arme de survie. Quand les villes étouffent sous les prix, quand les magasins se transforment en vitrines de la dette, un simple « côte, côte, côte » dans la cour résonne comme un acte de résistance. Nos grands-mères ne connaissaient pas le mot « décentralisation », mais c'est exactement ce qu'elles pratiquaient en créant leur mini-ferme. Chaque famille est son propre système autonome, chaque œuf une brique dans le mur de l'indépendance. Prenez, par exemple, les anciennes méthodes d'élevage oubliées après les années 1980. Dans les villages de la région de la Volga et de Stavropol, il existait un concept de calendrier des poules. Il ne s'agissait pas de dates, mais de signes. Il commençait à faire éclore les poussins quand le tussilage fleurissait et s'arrêtait quand les rossignols chantaient. Cela coïncidait avec la température de l'air et la durée du jour optimale. Pas de thermomètre, pas de capteur, seulement l'observation et la mémoire. Et ça marchait. De plus, ces poussins grandissaient plus vite parce qu'ils étaient nés en résonance avec la saison. La nature ne fait pas d'erreur. Seul l'homme en fait, en essayant de l'accélérer. Maintenant, un peu de pratique. Vous voulez que les poules pondent toute l'année? Oubliez les lampes électriques et les additifs artificiels. Donnez-leur un rythme naturel. Laissez-les se reposer et reprendre des forces en hiver. Pendant cette période, il est utile de leur donner des grains à forte teneur en matière grasse. Avoine, graines de tournesol, graines de lin. Ces produits non seulement les réchauffent de l'intérieur, mais enrichissent aussi les œufs en acide, oméga 3. Au printemps, passez aux aliments protéinés. Légumineuses, farine de poisson,
larves de mouches. Nous en reparlerons plus tard. Un tel cycle copie les phases naturelles, et l'oiseau répond avec gratitude. Une ponte stable, une immunité forte et une longue vie. Et maintenant, les larves. Autrefois considérées comme une méthode sale, c'est aujourd'hui une découverte pour l'agriculture durable. Au Tadjikistan et dans le sud du Kazakhstan, on installe encore des boîtes de déchets organiques où se rassemblent des mouches soldats noires, Hermetia. Leurs larves traitent les déchets et deviennent un aliment riche en protéines, jusqu'à 45% de protéines. En Europe, les gens reçoivent des subventions pour cela, mais nos grands-mères l'ont toujours fait, juste sans les termes scientifiques. C'est un exemple de la façon dont le savoir transmis oralement revient maintenant comme une innovation. Le mécanisme biologique est simple. Quand une poule reçoit des protéines d'une source naturelle, son corps produit plus d'enzymes albumines, ce qui signifie que l'œuf devient plus dense et plus nutritif. Et si vous ajoutez un peu de masse verte, ortie, pissenlit, trèfle, le jaune prend une couleur riche grâce à la lutéine et à la xanthophile. Ces pigments n'ajoutent pas seulement de l'éclat, mais protègent aussi le corps humain contre le vieillissement de la rétine. C'est-à-dire que chaque omelette maison est une prévention contre la myopie et la fatigue. À l'époque soviétique, même les jardins d'enfants le savaient. Dans les années 1950, il existait un programme, des œufs pour les enfants, qui utilisait exclusivement des produits provenant des cours des kolkhozes. Les rapports indiquaient l'incidence des carences vitaminiques a diminué de 38%. Aujourd'hui, on ne s'en souvient plus parce que les œufs d'usine sont moins chers, mais seulement en surface. En réalité, nous payons avec notre santé. Parlons maintenant de l'eau. C'est l'élément le plus sous-estimé. Beaucoup d'aviculteurs débutants perdent en productivité sans réaliser qu'une poule est une créature faite d'eau. Elle est composée à 70% d'humidité et toute carence affecte immédiatement la ponte. Les vieux manuels d'aviculture disaient « Une poule sans eau est comme un poêle sans combustible ». Pour maintenir la production d'œufs, 2 volumes d'eau sont nécessaires pour un volume de nourriture, mais pas n'importe quelle eau. Une eau propre et sans chlore. La meilleure option est l'eau décantée ou l'eau de pluie collectée. Sa structure est plus douce et le corps de l'oiseau l'absorbe mieux. Une fois par semaine, vous pouvez ajouter une cuillère de vinaigre de cidre de pomme par litre. Cela maintient l'équilibre acido-basique et prévient les infections. Le secret des fermes rurales réside dans des solutions simples. En hiver, placez les abreuvoirs dans des caisses de sable pour que l'eau ne gèle pas. En été, couvrez-les d'une planche pour qu'ils ne chauffent pas. Tout ce qui est génial vient de l'observation, pas d'un manuel d'instruction. Un autre détail est la cendre. Son rôle ne peut être surestimé. Autrefois, on disait « Sans cendre, une poule ne fait pas sa poule ». Se baigner dans la cendre n'est pas un divertissement, c'est une prévention contre les parasites et une source de calcium, de potassium et de phosphore. Prenez une vieille auge, remplissez-la de cendre et de sable à parts égales, et vos poules feront elles-mêmes leurs soins de beauté. Le plumage deviendra dense et brillant, et le risque d'acariens cutanés disparaîtra. Et c'est gratuit. Quand je parle de cela lors de réunions avec des fermiers, beaucoup sont surpris. Est-ce vraiment aussi simple? Oui, c'est simple. Le seul problème est qu'on nous a appris à ne pas faire confiance à ce qui est simple. Nous croyons plus l'étiquette que la terre. Il nous semble que sans instruction, rien ne fonctionne. Mais le village a toujours été une université où l'on apprend par les mains, les yeux et l'odorat. Là, le savoir n'est pas écrit, il est absorbé. Et voici le paradoxe. Plus le monde devient technologique, plus les gens reviennent à cette façon d'apprendre. Des jeunes, fatigués des bureaux, partent à la campagne et prennent des poules. Ils ne cherchent pas le profit, mais le sens. Et ils le trouvent.
Parce qu'au moment où vous ramassez pour la première fois un œuf chaud dans un nid, quelque chose d'ancestral se produit. Le sentiment de prospérité revient, une vraie prospérité qui ne vient pas d'un magasin, mais du travail. Mais pour qu'une poule vous nourrisse, elle a besoin de sécurité. C'est une autre leçon oubliée par la ville. Un bon poulailler n'est pas celui qui est beau sur les réseaux sociaux, mais celui où l'oiseau se sent en paix, sans courant d'air, sans humidité, avec un perchoir élevé pour ne pas craindre les rats et les renards. Les manuels soviétiques recommandèrent de placer les perchoirs à une hauteur de 60 à 70 cm et de prévoir au moins 20 cm d'espace par oiseau. Des chiffres simples. Mais ils déterminent si votre oiseau pondra des œufs ou restera prostré par le stress. À part, concernant les nids, le meilleur est en bois, avec une litière de foin ou de sciure. Si vous voulez que les œufs soient propres et que les poules ne castent pas les coquilles, placez-y un œuf, leurre, en céramique. Les poules pondent instinctivement près d'une ponte déjà déposée. Les vieilles ménagères y mettaient même un oignon, si elles n'avancent pas de leurre. Et ça marchait. La nature comprend les symboles, même si l'homme en a oublié le sens. Et enfin, la philosophie de l'échange. Dans les moments difficiles, les œufs sont devenus précisément ce qui servait de monnaie. En Biélorussie, dans les années 1990, ils servaient au marché à payer la farine, au Caucase, pour l'essence, au Kazakhstan, pour les matériaux de construction. Aujourd'hui, alors que les prix augmentent à nouveau, un œuf maison devient ce même symbole d'un produit honnête, qui peut être échangé sans intermédiaire. Ce n'est pas seulement du troc, c'est un retour aux relations humaines. Et quand vous échangez une douzaine d'œufs contre un pot de miel, vous ne faites pas une affaire, vous restaurez une chaîne de confiance. Le monde traverse une crise de la technologie, mais pas une crise du sens. Nous avons déjà tout ce dont nous avons besoin. Nous avons juste arrêté de regarder en bas, à nos pieds, là où nos alliés à plumes errent. Une poule ne connaît pas l'inflation, ne nécessite pas de logistique et ne dépend pas du taux de change du dollar. C'est un économiste idéal parce qu'elle transforme les déchets en protéines. Et si nous apprenons à travailler à nouveau avec elle, plutôt que contre elle, aucune instabilité mondiale ne nous effraiera. Il existe un vieux proverbe. La poule nourrit la maison pendant que la maîtresse nourrit la poule. On y trouve toute la philosophie de la durabilité. Ce n'est pas seulement un jeu de mots, mais une formule de l'économie populaire, testée par les sécheresses, les guerres et les réformes. Dans chaque génération, il y avait ceux qui pensaient que l'agriculture à petite échelle était une relique. Et puis une crise frappait, et c'était ces reliques qui sortaient le pays de la faim. Quand les marchés s'effondraient et qu'il ne restait que des conserves dans les magasins, la cour du village se transformait en bio-usine. Œufs, viande, plumes, fumier pour le jardin. Tout se refermait en un cercle où il n'y avait pas de déchets parce que la vie elle-même ne peut tolérer le vide. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau au seuil. Dans les villes, coûts élevés et incertitudes. Dans les villages, la paix et un savoir que personne n'a breveté. Combien de personnes cherchent aujourd'hui des sources de protéines alternatives, dépensant des milliards pour de la viande cultivée en laboratoire, alors que la réponse se trouve sous chaque appentis, dans n'importe quel village russe, biélorusse ou ukrainien. Mais l'industrie n'est pas intéressée par une solution simple, car la simplicité ne se vend pas. Par conséquent, la science de la tenue d'un foyer a disparu des écoles, et au lieu d'une leçon de travail, nous avons eu une leçon de consommation. Pourtant, dans l'ancien programme soviétique des années 1970, il était directement stipulé « Chaque parcelle personnelle peut fournir jusqu'à 60% des protéines pour une famille de 4 personnes. » C'est-à-dire que l'État lui-même reconnaissait la valeur du travail privé. De plus, les kolkhozes distribuaient spécifiquement des coqs reproducteurs aux familles pour préserver le patrimoine génétique. Dans les régions de Koursk
Voronèje et Gomel. De telles lignées ont été préservées pendant des décennies. À l'époque, la poule faisait partie de la sécurité alimentaire de l'État. Mais maintenant, c'est un acte de résistance personnelle. Mais revenons à la pratique. Comment faire d'un poulailler non seulement un endroit pour les poules, mais un écosystème complet, où chaque détail travaille au bénéfice de tous? Commençons par les éléments de base. La litière. La meilleure chose que la nature ait inventée est la litière à fermentation profonde. Versez une couche de sciure, de paille et un peu de terre. Dans le processus de vie, les bactéries commencent à décomposer le fumier, libérant de la chaleur. En conséquence, la température du sol reste autour de 25 degrés, même en hiver. Les poules se réchauffent sans radiateurs électriques. De plus, l'odeur d'ammoniac est neutralisée naturellement. Vous n'avez pas besoin de changer complètement la litière. Ajoutez simplement une couche fraîche par-dessus. Dans la région de Yaroslavl, cette méthode était appelée sol vivant. Elle était connue même sous le tsar, mais elle redevient à la mode aujourd'hui en tant que biotechnologie. Régime lumineux. En hiver, quand le jour est court, n'allumez pas de lampe puissante. Il est préférable d'utiliser une lumière diffuse faible pendant 2 à 3 heures, le matin et le soir. Un éclairage excessif provoque du stress et de l'épuisement. La poule doit penser que le jour s'est allongé, mais ne doit pas être aveuglée par la lampe. C'est un équilibre important qui est oublié dans les usines. Là, l'oiseau ne connaît pas la nuit, alors il s'épuise après 1 an. Ventilation. L'air frais est le principal antiseptique. Faites de petites fenêtres sous le toit, mais sans courant d'air. Ouvrez-les pendant la journée, même en hiver. L'air humide est l'ennemi principal. Les vieilles ménagères mettaient un pot de chaux dans le coin. Elle absorbe l'humidité. On ne pourrait rien imaginer de moins cher ou de plus fiable. Hygiène. Nous pensons souvent qu'une poule peut tout endurer, mais la propreté n'est pas un luxe, c'est une garantie de santé. Une fois par semaine, nettoyez les mangeoires, lavez les abreuvoirs, changez la litière dans les nids. Cela prévient la coccidiose et les maladies intestinales, qui sont particulièrement dangereuses au printemps. Soit dit en passant, la prévention est aussi gratuite. Un peu de permanganate de potassium dans l'eau 1 fois par mois, et vous avez un troupeau en bonne santé. Et parlons maintenant de la ration, le cœur de tout le système. Autrefois, il n'y avait pas de concept d'aliment commercial. Il y avait la pâtée, un mélange de restes, de grains, d'herbes et de tourteaux. Elle contenait tout le nécessaire. Prenez l'ortie, par exemple. On la faisait sécher en bouquet sous un appentis, puis on l'écrasait, et on l'ajoutait à la nourriture. Vitamine C, calcium, fer, tout est au naturel. On ajoutait des pelures d'oignon pour l'immunité et du maïs pour l'énergie. Au printemps, des pommes de terre bouillies et du son. Si cette histoire a changé votre regard sur les choses communes dans votre cours, abonnez-vous à la chaîne et mettez un pouce bleu. Nous restaurons l'histoire et le savoir qu'ils ont essayé de vouer à l'oubli. Semez votre avenir et soyez indépendants. Le prochain coffre-fort du savoir s'ouvrira très bientôt.